Et quant à moi, j'ai l'intention de vous parler d'un sujet important, c'est aller s'installer aux États-Unis. Alors, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le Graal. Et donc, nous allons essayer de voir jusqu'à quel moment ça l'est et quelles sont les limites de cette idée. Alors, laissez-moi vous partager mon écran. Hop. Et voilà. Alors, les États-Unis, Patrick nous l'a chanté très bien il y a quelques secondes. C'est l'Amérique de Joe Dassin. Ou bien c'est cette petite histoire de ce garçon qui demande à son père « Papa, c'est loin l'Amérique ?» et son père qui lui dit « Tais-toi et rame ». Bon, l'Amérique, c'est aussi ces grands pays de la liberté, de l'espoir et de tous ces migrants qui sont allés y faire fortune. Et pour ce qui est des entrepreneurs, et notamment en France, c'est aussi une longue série d'échecs. Vous n'êtes pas sans savoir que Bernard Arnault, avant de monter, de reprendre le groupe Boussac qui allait lui permettre de créer ce qui allait devenir LVMH, est allé se planter assez lourdement aux États-Unis avec l'argent de son groupe familial qui était Ferinel. Donc là, Patrick, tout de suite, Ferinel, propriétaire à la montagne. Et je peux vous la Hein, chanter, il n'y a pas de souci. Et il y voilà, avait la même, propriétaire à la mer. propriétaire à la mer, oui, tout à fait. Hein, ça a une époque. Hein. On est en train de vous parler des années 80, donc Eugénie peut dire OK boomer. Auchan, Carrefour ont aussi tenté d'ouvrir des hypermarchés, ont eu des nombreuses aventures là-bas. Et tous sont revenus, tous sont revendus. Ils n'ont plus rien maintenant aux États-Unis. Renault, vous savez que Renault avait acheté American Mobile Company avec dedans la fameuse Jeep. Et ils ont vendu, ils sont repartis. C'est aussi, les États-Unis, c'est aussi des affrontements, notamment des boîtes françaises qui ont non seulement été là-bas, mais qui ont dû se battre très lourdement, perdre beaucoup d'argent éventuellement. Donc, un temps, c'était l'histoire du Crédit Lyonnais qui avait bêtement investi dans une compagnie d'assurance sans faire attention à la réglementation et qui s'était fait lourdement sanctionné, avec derrière Pinot qui avait tenté d'en récupérer des bouts et qui avait dû négocier pour ne pas payer trop cher derrière des amendes. Vous avez entendu il y a quelques années la BNP. Hein, je vous rappelle que la BNP aujourd'hui est quasiment sous surveillance du département de justice, hein, puisqu'en fait la BNP paye pour à peu près 30 millions des auditeurs qui doivent faire des rapports aux procureurs américains, donc ils sont sous surveillance, euh, alors que c'est une boîte française. Euh, et c'est un choix qu'ils ont eu à faire. Ils ont payé une lourde amende. Je crois qu'on parlait de 9 milliards d'euros. Et c'est probablement une méconnaissance de l'Amérique qui les a amenés à ça. Pour en parler. Après, vous avez une histoire encore plus terrible, c'est l'histoire d'Alstom, puisque je vous recommande d'aller écouter sur ce média qui est très intéressant, qui s'appelle Interview. Think of You. Merci Patrick. Je ne sais pas si ton micro était on, mais j'ai lu sur tes lèvres. Think of You, c'est des interviews assez approfondies et l'un de leurs interviews est celui d'un cadre d'Alstom qui a passé 3 ans en prison pour faire pression sur Alstom lors de la cession de leur branche énergie à Géant Électrique. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'apparemment la partie nucléaire est en train de revenir à la France après un petit séjour
chez General Electric, qui apparemment n'en veut plus maintenant. Alors, qu'est-ce qui nous explique cette attirance et le fait que ça marche si difficilement? C'est qu'il y a des grandes différences. Donc, on va voir qu'elles tiennent dans le système juridique, dans la compétition, qui est quelque chose de très présent aux États-Unis, dans la diversité des marchés et évidemment la culture. Le système juridique américain, comme en Angleterre, c'est un système de common law. Alors, la common law, hein, c'est le droit commun, et le droit commun, c'est celui qu'on avait en France jusqu'à la Révolution, jusqu'à Napoléon et son code napoléonien, c'est-à-dire c'est un droit jurisprudentiel. Vous avez des tribunaux qui vont décider et au fur et à mesure, ils vont s'inspirer des décisions des autres, et notamment des juridictions supérieures, pour prendre leurs décisions. Et ça va amener finalement à une forme de stabilité du droit, puisqu'on sait que globalement, quand on présente à la Cour suprême tel ou tel cas, elle a expliqué très clairement qu'elle jugerait dans cette direction-là. Et donc, finalement, plus ça va, plus les juges en dessous disent qu'ils n'ont pas de raison de chercher à faire de l'innovation, que rien n'a changé depuis ces derniers jugements, etc. Alors, ça a l'air tout bête, mais en fait, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. D'abord parce que ça va donner un rôle très important au juge, puisque le juge est celui qui va interpréter non pas une loi écrite et claire et précise comme dans le droit romain, mais un équilibre entre des décisions qui, toutes, quelque part, pourraient avoir une forme de justification. Et ce juge a un pouvoir presque plus important que celui qu'on a en France. Notamment, il a la capacité de poser des contraintes, et des contraintes qui peuvent être très lourdes. Je vous demande de livrer tous vos documents à la partie adverse pour qu'elle puisse confirmer que vous l'avez bien spolié de ses intérêts. Et vous avez 15 jours pour le faire, et à partir de 15 jours, ça va vous coûter 1 million par jour. En général, au bout de 15 jours, on livre toutes les infos à l'adversaire. Et puis, il y a une autre arme extraordinaire entre les mains du juge américain, c'est ce qu'on appelle le dommage punitif. Vous avez tous entendu parler de ce petit chat qui a fini dans un micro-ondes et qui a explosé. Et sa maîtresse, très surprise, parce qu'elle avait l'habitude de mettre son chat dans le four pour le réchauffer après qu'il soit allé se promener dehors, a porté plainte contre la société de micro-ondes, qui a été condamnée à plusieurs millions, parce qu'effectivement, elle n'avait pas expliqué que c'était un micro-ondes et que ce n'était pas pareil qu'un four. En plus, elle avait appelé ça four. Et ça nous paraît énorme pour nous, mais pour les Américains, c'est tout à fait normal de s'assurer que les sociétés qui font des micro-ondes n'auront plus envie de faire croire que c'est des fours. Ils savent que ça a coûté 1 million ou plusieurs millions à l'un d'entre eux, et ils n'ont pas envie de subir les foudres d'un juge qui peut-être même sera tenté de remonter encore un peu la punition pour que ce soit encore plus démonstratif. Si vous, connaissez un petit peu le Moyen-Âge en Europe, vous saurez qu'une pratique courante dans certaines villes, pour signifier à des nouveaux venus qu'ici on était sérieux dans l'application de la justice, consistait à laisser les pendus à l'entrée des villes pour rire, voire même quand ils avaient été très méchants, non seulement on les laissait à l'entrée des villes, mais on les découpait en morceaux qu'on accrochait aux arbres. Alors, dans Lucky Luke, ça se traduit par des panneaux à l'entrée des villes. Ici, étrangers, on ne plaisante pas avec la loi.
et puis éventuellement 2-3 pendus à côté. Enfin, donc ça c'est pas tellement dans l'équilibre, mais sachez que ça a pu exister. Donc c'est un peu l'idée de ce dommage punitif, c'est on va s'assurer que ni toi ni tes frères n'aient envie de retenter cette expérience bizarre qui est de penser que c'est pas grave d'enfreindre la loi puisque on risque pas tant par rapport à ce qu'on peut gagner. Et ça a beaucoup d'effets sur la société américaine. Et puis, il y a un troisième élément dans le système juridique, c'est la procédure, notamment la procédure civile, parce que ça ne se passe pas du tout pareil qu'en France. Ce qui se passe avant d'aller devant le tribunal, c'est qu'on va faire des dépositions. Il y a toute une procédure d'inquisition pour qu'on puisse avoir les éléments nécessaires au jugement, qu'on puisse aller devant le juge avec tous les éléments sous la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie adverse va demander au juge à avoir le droit d'interviewer votre PDG, sa secrétaire, la fille de l'accueil, qui a vu passer tous les gens qui sont venus voir le PDG, d'avoir accès à tous les emails du PDG, de sa secrétaire et de toutes les personnes du COMEX, ainsi que les gens du IT, parce qu'on pense que le IT pourrait avoir reçu des instructions de cacher les choses. Et si le juge dit oui, c'est vrai que ça me paraît raisonnable, eh bien, vous avez votre concurrent qui a subitement accès à toutes ces informations. Et d'ailleurs, ça peut justifier à lui tout seul l'intérêt d'une procédure. Et puis, toutes ces choses-là, ça coûte une blinde. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire une déposition, il faut votre avocat à côté. Vous savez, ces avocats à 300 € de l'heure pour une journée de déposition, pour chacun des membres de votre équipe qui va être déposé. Alors, on a des clients chez Melsion qui ont fait l'expérience de ça dans un sens et dans l'autre, et qui racontaient avec gourmandise la façon qu'ils avaient de faire des dépositions de leurs homologues français quand c'était un procès qu'ils avaient contre des boîtes françaises, en expliquant que quand on a commencé à leur expliquer qu'ils allaient être convoqués le 24 décembre pour venir s'expliquer à New York, ils ont commencé à se dire, mais c'est vraiment nécessaire que je sois le 24? Ah, c'est pas nécessaire, c'est obligatoire. Mais alors, je ne vais pas avoir mon Noël en famille. Ah, non, ça, celui-là, tu ne l'auras pas. Et d'ailleurs, la convocation d'après, elle est pour ton DG le 30 décembre. Donc, ça fait partie de ce que permet la procédure, ça fait partie de cette complexité du droit américain. Il faut y ajouter, comme je vous disais, qu'on est dans un droit jurisprudentiel et que le coût va être augmenté d'autant plus que sur chacun des éléments du procès, il y a des centaines de procès précédents, de décisions précédentes, de décisions de jurisprudence qui ont un vague lien avec l'affaire en cours. C'est-à-dire que vous avez très certainement, à un moment, une décision qui a dû être prise, non pas avec un four micro-ondes, mais avec une scie sauteuse qui avait échappé des mains de son propriétaire. Et donc, on pourrait probablement s'appuyer sur ce jugement-là. Et vous avez la partie en face qui doit se dire « Ouh là là là, je sens qu'ils vont nous sortir le coup de la scie sauteuse ». Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on mette en face le jugement avec le chien qui avait cassé sa laisse et que c'était la faute non pas de la laisse, mais du propriétaire.
Et donc, c'est une espèce d'immense bataille où chacun doit avoir tous ses atouts pour pouvoir les jouer le jour du procès. Tout ça, encore une fois, préparé par des avocats à 300-400 $ de l'heure. Pour vous donner un exemple, un de nos clients qui est basé sur la côte ouest avait un avocat en interne, donc un salarié avocat qu'il avait en permanence. Et en plus de ça, il avait son avocat externe, qui était un très bon, qui lui coûtait entre 40 et 60 000 € par mois. Et qui, une semaine avant le procès, lui dit assez froidement que, évidemment, il ne pourra pas être là au procès si le solde des 120 000 $ qui manquaient là, les 2 derniers mois n'est pas réglé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous arrivez à tenir jusqu'à là, vous avez une justice de bon niveau. Globalement, vous savez que vous allez avoir un truc qui va bien se tenir. Mais il faut tenir les 2 ans jusqu'à ce jugement. Et en général, si vous arrivez à tenir jusqu'à là, vous allez pouvoir faire un deal, vous allez pouvoir faire une transaction. Parce que finalement, il va y avoir une incertitude pour tout le monde. Et en général, la transaction, c'est entre 2 et 4 millions de base. Alors, sachez qu'il y a tellement de gens qui savent ça qu'à partir du moment où vous avez 2 millions de trésors, eh ben, ça vaut le coup de vous attaquer parce qu'il y aura une transaction à 2 millions qui sera possible. Et pour vous dire jusqu'où ça va, ça veut dire qu'il faut savoir avec une forme il faut avoir une forme de suivi pour savoir à quel moment il faut avoir une D&O, c'est-à-dire une assurance qui protège les directeurs et officers, c'est-à-dire les dirigeants, et à quel moment il vaut mieux ne pas en avoir une. Si vous êtes trop petit, il vaut mieux pas en avoir une parce que ça va inciter les gens à vous faire un procès parce qu'ils sauront qu'il y aura la D&O derrière qui protégera. Si vous êtes suffisamment gros, il faut en avoir une parce que vous savez que vous allez risquer d'être attaqué quoi qu'il arrive. Donc ça, ces histoires juridiques, dans beaucoup des cas que je vous ai cités précédemment, ça a été des points importants. Les États-Unis ne sont pas un pays ouvert et libre où tout est possible. C'est un pays où il y a beaucoup de bureaucratie. C'est juste que la bureaucratie n'est pas au niveau de l'État fédéral, même si elle a bien grossi ces 20 dernières années, mais la bureaucratie, elle se retrouve au niveau local, au niveau de la ville. Vous voulez ouvrir un restaurant à Los Angeles, mais bien sûr, avez-vous eu votre licence de la mairie de Los Angeles? Est-ce qu'ils ont validé la taille de vos toilettes? Parce que c'est à peu près de ce niveau. Alors, le deuxième point, c'est la compétition. Les États-Unis, personne ne vous attend. La compétition est très fluide. Vous avez un pays de 300 millions d'habitants. Certes, personne n'est dans votre État quand vous vous y installez, mais les frontières sont inexistantes. Donc, vous pouvez avoir subitement quelqu'un de Californie qui vient débarquer parce qu'il a vu que vous étiez là, que ça avait l'air de marcher, et donc il vient s'y mettre. Les distances, en fait, sont très relatives. Vivre en Californie et aller faire une réunion à New York pour la journée, c'est habituel. Donc, ce n'est pas aussi compliqué que ça peut l'être pour nous de passer entre Moscou et Paris ou entre Stockholm et Madrid. On n'est pas dans ces niveaux-là. C'est une chose à laquelle on n'est pas habitué en Europe. Et puis, il y a des différences réglementaires, il y a des différences culturelles et linguistiques qui sont autrement plus importantes entre ces régions, en tout cas en apparence. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que
ce qui est la bonne entreprise familiale en France et aux États-Unis, il y a quasiment une différence d'un zéro, à la fois dans le nombre de collaborateurs et dans le chiffre d'affaires. Il n'y a pas forcément un zéro dans les profits et donc dans la valorisation de la boîte. C'est quand même le signe d'une compétition plus intense. On ne peut pas faire autant d'argent avec aussi peu de chiffres. Le troisième point, c'est donc qu'on est face à des marchés très différents, très divers. Il y a, si vous voulez, 4 grandes régions économiques. Le reste, c'est ce qu'on appelle les flyover states, c'est les États qu'on survole, parce que finalement, personne n'y va jamais. On passe par-dessus en avion. Donc, les 4 grandes régions, c'est la Nouvelle-Angleterre, la Californie, la Sun Belt, c'est la région du soleil et de la Bible aussi, et les Grands Lacs. Et ce sont des régions culturellement différentes et des régions où on vit avec des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'en Californie, vous allez avoir des sécheresses l'été, mais vous n'aurez pas 3 mètres de neige l'hiver. Alors qu'en Nouvelle-Angleterre ou à Chicago, il faut savoir ce que veut dire le terme shoveling. Hein, c'est une obligation que vous avez en tant que propriétaire de dégager la neige qui est sur votre trottoir devant chez vous. Et dégager la neige quand il y a 1,50 m de neige, c'est un exercice. Et on l'attend toujours avec impatience, chaque année, à la même période. Alors, si on va un peu plus dans le détail de ces régions, il y a les régions qu'on peut appeler les divas. C'est celle qu'on connaît le plus et celle où on a l'idée de s'implanter un peu systématiquement quand on pense aux États-Unis. Donc, c'est la Nouvelle-Angleterre. C'est une région très, très dense. Ça va de Boston à Philadelphie. Il y a bien sûr beaucoup de verre. C'est pas aussi dense que la région parisienne. Mais on passe d'une ville de 10 millions d'habitants à une autre en l'espace d'une heure. Et donc, ça a créé un corridor avec énormément d'intensité, de population, mais aussi énormément de richesse. C'est vraiment une région de forte densité en termes de valeur. C'est la région la plus ancienne des États-Unis et ça se voit à bien des égards puisqu'il y a quand même des éléments, des entreprises ou des lieux qui sont installés depuis au moins 1750. C'est vous dire. Et c'est une région très intellectuelle. Que ce soit à Boston, à New York ou à Philadelphie, vous avez des universités de très haut niveau et très nombreuses. Alors, on connaît bien sûr Harvard, on connaît bien sûr le MIT, on connaît éventuellement Columbia, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a par exemple tout ce qu'on appelle la Ivy League, qui sont les collèges, donc les niveaux plutôt 4 premières années d'université, qui sont très très des gros marqueurs de votre niveau social. Si vous avez fait un collège Ivy League, c'est que vous êtes de bonne famille. C'est probablement l'équivalent des grandes écoles en France. Et ce sont des collèges qu'on ne connaît absolument pas en France et qui sont tous en Nouvelle-Angleterre. Donc Brown, le Princeton, etc., sont Yale, tout ça sont dans la Nouvelle-Angleterre. L'avantage de la Nouvelle-Angleterre, c'est que ce n'est qu'à 6 heures de Paris et avec 6 heures de décalage horaire. Donc, c'est probablement le moindre mal de ce point de vue-là. Mais c'est la question de l'implantation, par exemple, à New York, n'est pas forcément le meilleur endroit. C'est très cher. Il y a une fiscalité très élevée. Hein, New York, on est à 45% d'impôts, puisqu'il y a 15% de l'État, enfin 15% fédéral, 15% de l'État de New York et 15% de la ville de New York. Et tout ça avec de moins en moins de taxes qu'on puisse déduire les unes des autres. Donc, c'est
Et New York est une ville extraordinaire par la vie qu'on y trouve, le nombre de gens qu'on peut y rencontrer, etc. Mais c'est une ville très chère et pas idéale. Notamment pour une famille, c'est pas l'endroit où il faut être. Donc, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils s'installent dans les banlieues qu'on dirait assez lointaines en France de New York et ils prennent le train tous les matins et ils ont trois quarts d'heure de train assez facilement. Ils arrivent tous dans la même gare, Penn Station, Grand Station, et du coup doivent vivre à New York aux alentours de ces points d'arrivée. Voilà, ça c'est la Nouvelle-Angleterre. Boston est un peu plus ouverte comme ville et beaucoup de Français décident de s'y implanter. C'est vraiment un bon choix. Euh, mais ça reste des terres de très haute intensité. Après, évidemment, vous avez la Californie. Alors, la Californie, hein, c'est vu comme le lieu de technologie, sauf que finalement, Boston est presque autant un lieu de technologie par rapport à la Californie. Hein. C'est un lieu de concentration intellectuelle. Alors, c'est vrai pour San Francisco et la Silicon Valley. Maintenant, la concentration intellectuelle à Los Angeles, disons qu'on rencontre beaucoup de serveurs / actrices ou acteurs qui sont là, certes, comme serveurs, mais vous comprenez bien qu'en fait, ils font ça juste parce qu'ils attendent leur prochain rôle qui va leur arriver bientôt. Et ce n'est pas un sommet de la culture et de l'intellectualisme. C'est un pays avec des forts leadership, donc évidemment sur la techno, mais le spatial, c'est vraiment là-bas que ça se joue. Le cinéma, évidemment, hors Hollywood, il n'y a pas grand-chose, même s'il y a une industrie à New York autour plutôt des séries télé. Et puis, c'est une très grosse région agricole. Hein. La première production mondiale d'amandes, c'est la Californie. Les fruits et légumes, c'est assez fort en Californie. C'est une région ensoleillée. Ils ont certes des gros problèmes d'eau, mais c'est aussi parce qu'ils en pompent beaucoup pour ces industries-là. Et c'est une région dans laquelle on a une grande image de qualité de vie. Alors, le problème de cette image de qualité de vie, c'est que pour beaucoup, c'est une image, c'est-à-dire que certes, il y a des plages, mais c'est de l'eau très froide. Certes, il y a un paysage somptueux. Certes, il y a du soleil, mais il n'y a pas d'école pour les enfants. Il y a des logements très chers. Il y a beaucoup d'embouteillages. Euh, il y a des impôts très élevés. Il y a une bureaucratie très présente et partout. Et puis, même une espèce d'état d'esprit qui n'est pas forcément ultra accueillant, ne serait-ce que parce que beaucoup de gens, comme à New York, ne font que passer. Et du coup, ça amène sur les autres régions qui sont ce qu'on appelle qu'on peut qualifier d'alternatives, avec la région sérieuse, c'est-à-dire les États des Grands Lacs, Chicago, et puis tous les grosses villes industrielles qui font le tour. Donc, ce sont des régions de PME solides, qui a un extraordinaire tissu industriel dans ces régions-là, et avec une grande diversité. On y trouve aussi bien des leaders de l'automobile avec Detroit et toutes ces régions-là, mais on trouve aussi beaucoup d'agroalimentaire. On est comme dans la région des grands fabricants de bière, des Budweiser et autres. On est dans la région des grands transformateurs de viande. Et puis, on a beaucoup de finances. Hein. Je rappelle que tous les marchés dérivés sont à Chicago. Et c'est aussi un marché c'est aussi un gros endroit pour la logistique, puisqu'en fait, Chicago est un gros hub.
qui a le, le Mississippi qui remonte, donc qui permet d'utiliser le bateau jusqu'à Saint-Louis. Et puis après, c'est des plateformes d'éclatement. Face à cette alternative un petit peu sérieuse et austère, mais il faut savoir que Chicago est une ville très agréable avec beaucoup de musées, beaucoup de culture et des quartiers qui, pour certains, sont très, très intéressants. Comme toujours aux États-Unis, l'implantation, ça se juge quartier par quartier, puisqu'en fait, pour parler par exemple de l'école, chaque district a son ministre de l'éducation, et donc chaque district a son système scolaire qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, et qui va amener donc du coup des districts à attirer des couples de haut niveau parce qu'on sait que l'école est bien pour les enfants dans cet endroit et qu'on n'est pas obligé de mettre des enfants dans l'école privée qui coûte une blinde. On peut se fier à l'école publique locale qui serait de bon niveau ou pas. Alors, là, si ce n'est pas les Grands Lacs et ces États un peu sérieux, c'est ce qui monte le plus ces temps-ci, qui est la partie qu'on appelle la Sun Belt, c'est-à-dire Floride, Texas, Arizona d'une certaine façon. C'est très à la mode actuellement. On voit un grand mouvement de leaders d'opinion qui quittent ou ont quitté la Californie et qui viennent s'installer au Texas ou au Tennessee ou donc dans des régions qui ne sont plus les régions trendy. C'est assez régulier en fait de voir des annonces là-dessus. Et le Texas a été le siège de beaucoup de manifestations qui ont changé en fait l'image que les gens avaient du Texas. Il ne faut pas oublier que le Texas, c'était une zone qui est arrivée aux États-Unis très tardivement, et pour une raison assez simple, c'est que c'était une zone dans laquelle c'était les Indiens Comanches qui étaient installés, et c'était des monstres sanguinaires. En fait, ils avaient très bien compris que pour qu'on les laisse tranquilles, il fallait ne montrer aucune pitié. Donc, ils avaient l'habitude de sanctionner très violemment tous ceux qui franchissaient la frontière. Et ce n'est que très tardivement, à l'arrivée des Texas Rangers, qui étaient tout aussi sauvages, et de leur Colt à 6 coups, qu'ils ont enfin réussi à domestiquer ce pays sauvage, qui garde cette idée d'une forme de sauvagerie, d'une forme qui a une culture de l'impitoyable. Avec en plus du pétrole qui a été découvert. Donc, vous savez bien que le pétrole corrompt à peu près tout. Donc, pour vous dire que la grande manifestation, par exemple, qu'il y a à Austin, qui s'appelle South by Southwest, a certainement beaucoup changé l'image du Texas, qui est en train de reprendre l'image de ce qu'il est, c'est-à-dire un État relativement ensoleillé, avec des villes très différentes, certaines très universitaires, d'autres très industrielles, d'autres très agréables à vivre. Donc, on voit maintenant des gens qui sont en train d'y aller, avec un pays qui a un état d'esprit d'être beaucoup moins interventionniste et beaucoup moins bureaucratique que ne le sont devenus la Nouvelle-Angleterre et la Californie. Je vais ajouter les arrière-pays, c'est-à-dire les États qui sont à côté des grosses régions Nouvelle-Angleterre, Californie, et qui tirent pas mal leur épingle du jeu ces derniers temps. Donc le Tennessee, l'Arizona sont des pays qui finalement attirent beaucoup
des gens qui n'arrivent pas à rester dans la Californie ou New York et qui y trouvent une alternative très agréable. Donc, on est en train de parler d'un pays énorme avec chacune de ces zones qui veut dire quelque chose de différent, qui a un marché différent et qui va demander des formes d'implantation différentes, des formes de collaboration différentes. Donc, dire « je veux aller aux États-Unis » ne veut rien dire. La question, c'est « vous voulez aller où aux États-Unis » Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire pourquoi on rigole quand un Américain dit « ouais, je vais m'installer en Europe » et que nous, on serait à l'aise à dire « ouais, non, mais il faut que j'ai une filiale aux États-Unis ». C'est pareil d'avoir une filiale en Serbie ou d'avoir une filiale à Stockholm. Eh ben, c'est pareil avec les États-Unis. Hein. Ils ont la même langue, certes, mais c'est pas tout. Après, le dernier point, c'est que les États-Unis, c'est quand même une autre culture. Je sais que vous avez tous Netflix et que vous allez voir tous les succès de Hollywood. Et donc, leur culture vous semble très proche car elle est très invasive. Mais il y a des différences très, très fortes qu'on a du mal à réaliser. J'ai voulu vous mettre en avant deux, trois petits points qui sont pas si évidents quand on ne connaît pas. Il y a un premier truc qui est assez marrant avec les Américains, c'est qu'ils n'ont pas d'amis. C'est incroyable, mais en fait, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis parce que, en fait, ils ont souvent déménagé quand ils étaient enfants et que du coup, ils se refaisaient des nouveaux amis à chaque fois, mais ils n'ont pas gardé les amis d'enfance que la plupart d'entre nous ont. Et ça veut dire qu'ils sont très accueillants et très casual quand on va passer du temps avec eux, mais très surpris de voir qu'on continue à les appeler, on continue à venir les voir, parce qu'ils ne le font pas avec d'autres, ils ne le font pas eux-mêmes. Ils n'ont pas d'autres qui le font avec eux, ils ne le font pas eux-mêmes. C'est assez intéressant. Hein. On est en train de parler d'un pays de pionniers, de gens qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer dans un coin où il n'y avait personne. Alors, pour autant, il y a des très forts liens communautaires quand vous arrivez quelque part. Vous vous installez dans un quartier, vous pouvez être sûr que avant le début de la soirée, vous allez avoir 3-4 voisins qui vont passer avec un cadeau pour vous accueillir et qui vont vous proposer d'emmener les enfants au football. Enfin bon, alors, je vais mettre une limite à ça, c'est qu'il y a des endroits où on n'emmène pas les enfants des autres au football parce qu'il y a trop de risques que s'il y a un accident, on ait un procès de son voisin. Mais à cette limite près, je vais vous dire que c'était un espèce d'énorme effort qui est fait pour vous incorporer dans la communauté, pour vous expliquer qu'il y a l'église locale qui fait la messe à 11h30 et qu'elle est vraiment super, vous allez adorer, venez, on vous attend. Comme pour vous dire qu'il y a une soirée tous les vendredis soirs chez machin et que vous êtes invité et amenez juste une coupe de fruits. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours, qu'on ne retrouve pas en Europe de cette façon-là et avec ces éléments. Le deuxième point qui est assez étonnant pour des Français aux États-Unis, c'est pas de confrontation. Vous parlez avec des Américains, dès que ça commence à être un sujet un petit peu avec lequel ils ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, on va arrêter la conversation. En France, on n'est pas encore là, mais peut-être que l'influence américaine va venir jusque-là. Mais c'est des choses qui font que là on a très vite des appréciations qui sont différentes sur une même situation de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, il y a un dernier point, c'est la barrière de la langue.
oui, je sais que tout le monde sait parler anglais, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'entre nous qui parlent l'International Standard Language. Donc, effectivement, on a souvent vu des gens qui avaient été cadres dans des grands groupes et qui avaient tout le temps travaillé en anglais. En fait, ils ne savaient pas exprimer une émotion forte avec la subtilité de leur ressenti. Ils n'avaient pas ce niveau de langue qui permet d'être aussi performant dans l'expression de son, de son opposition, de son acceptation, de son incompréhension. Finalement, on en vient à paraître moins intelligent qu'on ne l'est ou à moins bien analyser les situations par ce niveau de langage. Et donc, on peut considérer, même maintenant, même aux États-Unis où ils ont l'habitude de voir des étrangers débarquer, que le niveau de langage est indiscriminant. En conclusion, je vous rappellerai cette fameuse phrase de Jacques Chirac, « C'est beau mais c'est loin ». C'est un monde extraordinaire, c'est un monde différent du nôtre, c'est un monde où on peut trouver des opportunités formidables. C'est le cœur de l'Empire, c'est là que tout se décide et tout se joue. C'est là qu'on peut annuler un contrat en Australie si on veut et qu'on ne risque rien, que les alliés vont devoir dire oui, c'est vrai que vous avez raison, c'était un petit peu trop gros pour nous, mais il faut être très réaliste sur les efforts que ça va vous demander pour y être, les efforts d'implantation qu'il va falloir y faire, l'investissement que ça va représenter va être à la hauteur de l'espérance que ça peut vous susciter. Merci Jean-Christophe pour ce morceau de bravoure lié à cette idée simple, c'est que de temps en temps, on rencontre des entrepreneurs qui nous disent je vais ouvrir une filiale aux États-Unis, alors qu'ils n'ont pas encore ouvert leur filiale en Allemagne, qui est le premier partenaire économique de la France, alors qu'ils ont éventuellement un bureau à Londres, et qui, attirés par la taille du marché, attirés par le potentiel, ou simplement la maturité, c'est-à-dire le fait qu'ils sont un petit peu innovants en Europe et que les Américains ont déjà compris ce que leur innovation peut apporter. Donc, il y a de l'attraction dans le marché là-bas, il n'y en a pas ici. Ou la présence de concurrents. On peut se dire que chaque mois, hein, on rencontre au moins un entrepreneur qui nous parle de ce désir d'Amérique. Au fil des 25 dernières années, on a vu peu de succès d'entrepreneurs français avec une entreprise française réussissant aux États-Unis. On a vu plus de succès d'entrepreneurs décidant de s'expatrier et de devenir quelque part des Américains pour réussir sur place. Et même ça, c'est pas simple. Hein, d'accord, personne ne vous attend, comme le disait Jean-Christophe. Et puis, vous ne comprenez pas grand-chose à ce qui se passe. Vous avez juste le sentiment que tout va bien. Et c'est bien l'objet de cette chronique de partager avec vous notre expérience.